et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver autour de thématiques liées au sport national et international. Merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements, merci pour votre présence et bien sûr, vos questions, vos suggestions sont toujours les bienvenues à travers le chat. Aujourd'hui, nous abordons l'écosystème du sport de haut niveau. Nous allons parler du modèle français, mais également le modèle anglais, ainsi que d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'un modèle réussisse par rapport à d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'un modèle connaît des possibilités, mais aussi des limites? Pour en parler, j'accueille Ludovic Mochien. Ludovic, bonjour. Bonjour Hassan. Alors Ludovic, je rappelle que tu es journaliste, reporter sportif et tu viens d'écrire un bouquin il y a quelques années, 2024, participer ou gagner. Tout à fait, il y a 3 ans précisément. Il y a 3 ans. En tout cas, Ludovic, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de répondre présent à notre invitation. Il y a beaucoup de choses à échanger avec toi par rapport au système du sport de haut niveau. Mais ma première question, Ludovic, pourquoi ce livre et quel est son objectif? Pourquoi ce livre? La genèse, en fait, vient d'une discussion avec un ami qui est préparateur physique. Nous étions tous les deux à Rio lors des Jeux Olympiques. Et au bout d'une semaine de compétition, on s'est rendu compte que, comme souvent, la France était un petit peu à la peine. Et évidemment, la deuxième semaine a rattrapé ses résultats, comme souvent aussi. Et on s'est dit, on a encore des sauveurs. Alors, en 2016, à Rio, il s'agissait des boxeurs principalement, 6 médailles, dont 2 en or. L'équitation, 2 médailles d'or. Il y a eu la natation précédemment, en 2012. Il y a eu le judo. Il y a eu l'escrime également, qui compte parmi les sports français multimédaillés. Mais on a constaté qu'il n'y avait jamais un élan de groupe, je dirais, un élan du groupe France. Et donc, j'ai eu envie de me poser la question de savoir comment on pourrait éventuellement optimiser le système et faire en sorte qu'on parle de groupe France, que ça soit réellement un groupe France et non pas des fédérations des sports qui parfois sont dans le succès, parfois passent un peu à côté. Et pourquoi il y avait cette différence de timing dans les résultats. Alors justement, Ludovic, pour votre livre, vous avez analysé le système ou le modèle français, vous avez interviewé plusieurs personnalités du sport français, vous avez comparé aussi avec d'autres modèles, entre autres le modèle anglais, c'est tout ce qu'on va voir tout à l'heure, mais je voudrais, si tu le permets, faire une remontée historique. Je pense que c'était en 1960, lors des Jeux Olympiques de Rome. La France a fait chou blanc, comme on dit, pas des résultats probants. Et là, à l'époque, Charles de Gaulle, à l'époque président de la République, je dirais, réorganise le sport français. Et là, il fait un modèle qui a eu beaucoup de succès quand même. Ah, complètement. L'idée n'était pas de critiquer le modèle pour le critiquer. Il faut quand même rappeler que 60 ans après, ce modèle fonctionne toujours, puisque la France est toujours dans le top 10, ne l'a pas quitté depuis 1988. C'est pas une mince performance. Après, effectivement, au bout de 60 ans, il y a certes eu quelques ajustements, mais le modèle a besoin d'évoluer. Et pourquoi c'est parti de 1960? C'est effectivement, comme tu l'as dit, Hassan, les JO de Rome en 1960 ont été un échec pour le sport français. Le général de Gaulle, tout le monde le connaît, il était pour la grandeur de la France, donc il s'est dit, il va peut-être falloir que je m'occupe du sport aussi. Et c'est ce qu'il a un peu fait en mettant un système en place qui perdure encore aujourd'hui. Ce système, alors certes, à l'époque, il avait nommé un autre militaire à la tête du sport français, un colonel qui rigolait pas forcément. Donc tout le monde marchait droit, donc forcément le système a très vite fonctionné. Ce système, c'est quoi? C'est créer, alors ça n'a pas tout de suite été un ministère des sports, mais dans l'idée c'était ça, créer une structure étatique qui gère le sport de haut niveau, enfin le sport en général d'ailleurs, dont le sport de haut niveau, et qui a mis deux axes forts en place, à savoir le financement. Tout le financement venait de l'État, et à développer ce qu'on appelle les CTS, les conseillers techniques sportifs, qui sont des entraîneurs qui appartiennent à l'administration française, qui ne sont pas des privés, des entraîneurs qui sont délégués auprès des fédérations afin de développer pas seulement le haut niveau, encore une fois, la pratique de masse également, mais en l'occurrence le haut niveau également. Alors, je dois dire, aujourd'hui, il y a une très bonne pratique de masse en France. On va travailler, on va
analyser le système du sport de haut niveau, parce que aussi c'est un système qui a influencé plusieurs pays, entre autres les pays francophones, qui sont beaucoup inspirés du système sportif français. Bien sûr. Bah, écoutez, les qualités et les valeurs de ce système, je dirais que ce sont aussi ses défauts aujourd'hui. À savoir que ce système, qui permet à la fois un maillage du territoire pour le développement de la pratique du sport pour tous, hein, la pratique de tout le monde, de tout un chacun, permet aussi également d'avoir des résultats à l'international. Mais je dirais que il n'y a pas forcément de priorité. Donc, la qualité de ce système, c'est d'assurer un minimum de résultats, quoi qu'il arrive. Je parle de sport de haut niveau, évidemment, là. Après, l'évolution du sport dans le monde et, je dirais, un certain arrêt de l'évolution de l'organisation en France font que il a ses limites qui ne permettent pas de viser, par exemple, un top 5, qui est pourtant l'objectif affiché tous les 4 ans par le sport français. Le top 5, le sport français ne l'a connu qu'une seule fois dans son histoire, c'était en 1996 à Atlanta. Depuis, on le vise, mais on ne l'a jamais eu. D'accord. Alors, c'est là où toi, tu fais une analyse en quelque sorte de l'écosystème du sport de haut niveau en France. Et moi, j'ai retenu une phrase qui ressort dans ton livre. Tu dis que c'est un système qui est à bout de souffle. C'est ça. C'est ce qui apparaît. Alors, encore une fois, tu as abordé succinctement la façon dont j'ai écrit ce livre. J'ai pas voulu m'exprimer à titre personnel parce que j'estime que il y a des experts qui sont beaucoup mieux placés que moi pour le faire. Donc, j'ai fait appel à ces différents experts. Il y a 25-26 personnes interviewées dans le livre avec des profils bien spécifiques qui vont de dirigeants du sport français à entraîneurs, à des sport scientists aussi, ça on en parlera un peu plus tard, des gens aussi qui ont quitté le système français parce qu'ils estimaient que ils pouvaient mieux s'exprimer ailleurs, et tout ça, ça a fait un dialogue imaginaire. Enfin, je l'ai construit comme tel en tous les cas. J'ai abordé différentes problématiques assez précises à chaque fois. Et j'ai fait parler ces gens sur ces problématiques pour échanger les idées. L'objectif de ce livre, c'est pas de dire faut faire comme ci, faut faire comme ça. L'objectif de ce livre, c'est d'établir un bilan et de proposer des idées pour améliorer l'existant ou éventuellement entamer une vraie révolution, c'est-à-dire casser le système existant pour construire un autre système et pourquoi pas à l'unisson du système anglais qui est totalement, lui, différent. Effectivement, Ludovic, ce que je trouve très intéressant dans ton livre, et je te le dis en toute sincérité, c'est que tu as abordé différents points ou différents éléments qui constituent cet écosystème du sport et du sport de haut niveau en particulier. Et moi, je voudrais qu'on avance pas à pas en prenant, je dirais, du macro vers le noyau. Et tu parlais de la gouvernance. Quid aujourd'hui du sport français? Comment il est dirigé? Comment il est gouverné? Qui décide? Alors là, il va falloir faire un distinguo entre l'époque où j'ai écrit le livre, il y a donc 3 ans, hein, il est paru en 2017, et aujourd'hui. Cependant, je le trouve toujours d'actualité. Hein. Il est très d'actualité, je te le confirme. Mais il y a quelques petites nuances parce qu'à l'époque, on était justement dans la réflexion. On va dire que le livre est sorti à point nommé pour nourrir la réflexion. Depuis, quelques faits se sont déroulés, notamment la création de l'Agence nationale du sport. Tout à fait, on va en parler plus amplement plus tard. Mais pour en revenir à ta question, je commencerai par la situation avant la création de cette agence en avril 2019. Pour être efficace, il faut avoir un chef. Et l'une des vraies problématiques du sport français, c'est qu'il y en a beaucoup des chefs. Mais il n'y en a pas un véritablement. Ce que j'entends par là, c'est que entre le ministère, et même au sein du ministère, il y a plusieurs antennes qui peuvent diriger, la direction des sports, etc., etc. Donc, bref, le ministère, le comité olympique, les fédérations, et je passe quelques acteurs. Toujours est-il, chacun a son mot à dire, chacun, quelque part, fait un peu comme il l'entend ou défend ses précarés, etc. Bref, il n'y a pas quelqu'un au sommet qui dit, voilà, la stratégie, ça va être ça, on va appliquer cette méthode pour y arriver,
Et au final, chacun fait un peu comme il veut, ce qui explique également les résultats des Français au JO. Quand je parlais tout à l'heure de sauveurs, alors sauveur, le terme est un petit peu exagéré parce que c'est pas réellement des sauveurs, il y a un vrai travail derrière, sauf que tout le monde n'est pas au top niveau en même temps. Donc, si on se retrouve avec des sauveurs, je le disais, la boxe en 2016, la natation en 2012, etc. Alors que, on va déjà commencer à parler du système anglais, l'une des grosses différences, et ce qu'a mis en place l'Angleterre après une vraie déculottée au JO de 96, une honte nationale quelque part, En c'est de 96, je dire pense que l'Angleterre termine dans les 36e à peu près, c'est ça? 36e place, exactement, avec une seule médaille d'or, et encore, c'était Sir Anthony Redgrave, donc celui qui en a eu 5. Hein, donc autant dire que ce n'était pas dû au système. Et en Mais plutôt à son talent. 2012-2016, et en 2012-2016, l'Angleterre est devenue deuxième. Deuxième en 2016, troisième en 2012, quatrième en 2008. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, alors, puisqu'on en parle, je vais déjà en parler tout de suite, c'est-à-dire qu'entre la mise en place du système, la réflexion et la mise en place qui ont été très rapides. Hein, en 97, ça y est, la Grande-Bretagne commençait sa mini-révolution. Il a fallu quand même une petite dizaine d'années pour que le système porte totalement ses fruits. On y reviendra plus tard concernant les JO de 2024, vu que nous sommes en 2021 et nous commençons juste en France les changements. Donc ça risque d'être un petit peu court pour 2024. Mais cela étant, donc le système anglais, ils sont partis de quel principe? Que les fédés étaient éparpillés, n'avaient pas réellement de compte à rendre, ce qui est encore le cas aujourd'hui, même si ça commence à évoluer avec l'Agence nationale du sport. Donc bref, ils ont décidé de, plutôt que d'avoir des guerres de clochers, plutôt que chacun travaille dans son coin, etc., ils ont décidé de créer une agence avec quasiment les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que le ministère des Sports en Angleterre, c'est 12 personnes. En France, c'est... alors, les chiffres varient, là, ils ont diminué depuis 2-3 ans déjà, mais c'est entre 3500 et 6000 personnes. Hein. Il y a 3 ans, c'était 6000 personnes. En Angleterre, 12. Pourquoi? Parce que c'est l'agence, on peut l'appeler l'Agence nationale du sport, d'ailleurs, comme en France. Ça s'appelle on l'appelle UK Sports. UK Sport, exactement. UK Sport, c'est l'ultime décideur en ce qui concerne le haut niveau. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas des structures délocalisées ou autres, sinon en rendant compte à UK Sport. Donc, quand on parle de gouvernance, je crois que c'est pas le seul, mais le premier point du succès des Britanniques dans leur course vers l'or, c'est d'avoir décidé qu'il y aurait un chef. Et pas avec n'importe quel profil. Ce chef, ce responsable, n'est pas issu du sérail. C'est quelqu'un qui est mis en place par rapport à son profil. Donc là, ça élimine quelque peu les guerres entre fédérations, entre courants différents, les guerres politiciennes, grosso modo. C'est voilà, nous, on a un objectif à remplir. En fait, ils ont construit le sport comme une entreprise. Ils l'ont cimenté comme une entreprise. Alors, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas en France. Et donc, venons-en au deuxième point, l'évolution principale depuis 3 ans, c'est effectivement la création de l'Agence nationale du sport français. Effectivement. Il y a à peu près un an et demi. Avril 2019, ça va faire 2 ans, quoi. Ouais. Alors, chose étonnante, c'est que cette agence, elle était appelée par quasiment tout le monde depuis les années 80. 6 rapports se sont succédés, dont celui de Claude Onesta, sur en 2 ans, quoi. Allez, on va dire entre 2-3 ans, là, 2016-2017. Les 6 rapports amenaient quasiment les mêmes conclusions, à savoir, il faut créer un organe. Maintenant, il est encore... Alors, je ne sais pas si on est sur la bonne voie, puisqu'il est encore un peu trop tôt pour le dire. Les choses se mettent en place. Elles se mettent en place peut-être un petit peu plus rapidement du fait du Covid. Ça, c'est peut-être l'un des effets, l'un des rares, sinon le seul effet positif de cette pandémie, à savoir que la crise a fait que l'Agence nationale s'est tout de suite retrouvée sur le devant de la scène et a dû prendre les choses en main peut-être plus rapidement que prévu ou qu'estimé en tous les cas. Mais sauf que pour l'instant, cette agence n'est pas réellement indépendante en soi, si vous voulez. Tous ces subsides proviennent encore, enfin tous ou quasiment tous, proviennent encore du gouvernement. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans la logique du système anglais qui lui a fait ses preuves.
Donc, si j'ai bien compris, Ludovic, avant le système du sport français qui, je dirais, un peu un modèle repris par beaucoup de pays francophones et surtout en Afrique, donc c'était le gouvernement qui mettait beaucoup d'argent, c'était le ministère du sport avec à peu près 3000 personnes pour gérer le sport, c'était les fédérations qui étaient un peu, entre guillemets, hein, livrées à elles-mêmes et il n'y avait pas ne rendaient pas compte énormément de leur programme. Et puis, le résultat n'était pas au rendez-vous. Le système a montré ses limites. Vous donnez l'exemple de l'Agence nationale du sport en Angleterre, 12 personnes qui sont spécialisées avec un profil, je dirais, entrepreneurial. Permettez-moi, Hassan, enfin, permets-moi, les 12 personnes, c'est le ministère des Sports. Et sur les 12 personnes, il y en a 2 sur le haut niveau, mais ce n'est pas l'agence, hein, ce n'est pas UK Sport. Non, non, UK Sport, c'est une grosse machine D'accord. avec un budget alors, conséquent, mais sans trop l'être. Enfin, grosso modo, c'est pour ça que je n'ai pas trop parlé d'argent, même si on doit en parler évidemment. Mais grosso modo, les budgets consacrés au sport de haut niveau en Angleterre et en France sont sensiblement équivalents. Sans- Après, dans la structuration, dans l'organisation qui mène à la haute performance, il y a beaucoup de choses différentes. Et ça, c'est un vrai point d'achoppement, même on pourrait dire, pour l'heure. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a une agence nationale du sport français, mais avant d'arriver à l'agence, il reste toujours le ministère qui décide, il reste toujours le même fonctionnement des fédérations. J'aimerais quand même revenir avec toi, Ludovic, sur je dirais, l'organisation juridique des fédérations en France. C'est essentiellement des associations loi 1901. Tout à fait. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que ce modèle est toujours valable par rapport à la haute performance et par rapport aux exigences de la haute performance? Je serais tenté de dire que le vrai problème, c'est pas la structure. C'est l'association loi de 1901. Quelque part, on en fait ce qu'on en veut. On peut la gérer de différentes façons. Euh, Mhm. il y a la loi permet d'en faire ouais, quasiment ce qu'on en veut. La problématique, c'est encore une fois, c'est plus, ça devient une question de personne. Bon, tout est question de personne quelque part dans le sport et ailleurs, mais Mhm. il n'y a pas un système réellement établi. Il y a 2 choses. En fait, ce qu'a mis en place la Grande-Bretagne, la France avait déjà les outils pour le faire. Les fédérations n'étaient pas et ne sont pas livrées à elles-mêmes. Elles doivent rendre des comptes, elles ont des conventions d'objectifs, mais ce Mhm. qui manque en France, c'est l'après. C'est-à-dire, bon, bah, très bien, voilà, nous présentons au ministère, à la direction des sports en l'occurrence, notre convention d'objectifs. Le temps passe, on y arrive, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe après? Ah, bah, on constate que la fédération X ou Y n'a pas rempli sa convention d'objectifs. Et alors, il se passe rien. On continue comme avant. En Angleterre, c'est ah, bah, vous n'avez pas rempli votre convention d'objectifs, bah, on vous coupe l'argent. Ou alors, vous vous mettez à travailler comme ci, comme ça, selon les directives que l'on vous donne. Parce que nous devons travailler dans un sens. D'accord. Là, c'est important ce que tu dis. Peut-être que tu es dérangé par le soleil qui Par le rentre. soleil, ouais. Si tu me Ben, c'est un permets bon signe, tu vois. 10 secondes, Je je t'en vais prie, Ludovic. Je t'en prie. juste fermer le volet. Je t'en prie, comme quoi tu es en plein soleil. Alors, je rappelle les Ludovic le temps qui nous rejoint. Donc, il disait qu'en Angleterre, il y a l'Agence nationale du sport en Angleterre qui gère le sport, entre autres le sport de haut niveau. Donc, il y a un contrat d'objectifs avec les fédérations et il y a un bilan, une évaluation. Si la fédération atteint les objectifs, ben, on continue avec le même budget ou on améliore le budget. Si les objectifs n'ont pas été atteints, ben, on étudie pourquoi ils n'ont pas été atteints et puis pourquoi pas couper les budgets. En France, c'est le même système pratiquement, c'est-à-dire qu'il y a des contrats d'objectifs avec les fédérations, mais si les fédérations, lors de l'évaluation, n'ont pas atteint l'objectif, il n'y a pas de mesure prise derrière. C'est ce que j'ai bien compris dans l'étude menée par Ludovic. Alors, ce qui me semble intéressant, je ne sais pas, Ludovic, si tu as entendu le Tout à résumé fait. que j'ai fait de ta Oui, proposition. oui. Alors, c'est pas que rien n'est fait, mais on n'est quand même pas dans une logique d'optimisation. Pourquoi? Parce que c'est aussi le système qui veut ça. Il faut Mmh. savoir que les entraîneurs nationaux, alors de moins en moins, il y a de plus en plus d'entraîneurs privés qui sont salariés par les fédérations, mais le système, le socle du système
restent ce qu'on appelle donc les CTS, les fameux conseillers techniques sportifs, qui ont été mis en place par De Gaulle. Ce sont des agents de l'État. Donc, vous ne pouvez pas leur dire vous êtes mauvais, allez voir ailleurs. C'est le propre de l'administration. Je ne juge pas, j'émets juste un constat. À savoir que quelqu'un qui ne va pas avoir les connaissances pour mener son athlète ou les athlètes à la très haute performance, quelque part, il va rester dans le système. Peut-être pas à la place qu'il avait, ça arrive très souvent aussi, d'ailleurs, il reste. On change quelques petits trucs, mais il reste. C'est-à-dire que c'est difficile, enfin, rendre des comptes ne fait pas partie de la philosophie du sport français. Voilà, c'est un grosso modo. Alors là, Ludovic, on a parlé en quelque sorte de la gouvernance au niveau, je dirais, de l'État, ministère en France, agence nationale aujourd'hui depuis 2 ans, le sport anglais directement une agence depuis quelques années qui a montré aussi sa performance. Qu'en est-il des fédérations? Comment les fédérations sont organisées? Est-ce que les fédérations aujourd'hui, je parle plutôt des fédérations en France, est-ce qu'elles sont dotées pour faire de la haute performance et du haut niveau? Alors, c'est ce qui est en train de se mettre en place de manière un peu plus pointue à travers l'Agence nationale, à savoir que ce travail d'évaluation, de jugement a commencé à être entamé. Pour l'instant, l'Agence nationale est plus dans l'accompagnement que dans la sanction. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de sanction d'ailleurs. Par contre, effectivement, ce statut d'association loi 1901, qui est très bien au demeurant, mais pour le coup, pour le sport de haut niveau, crée une dichotomie. Pourquoi? Parce qu'une association loi 1901, ce sont des bénévoles, alors de moins en moins quand même, hein, le président, le secrétaire général et le trésorier d'une fédération aujourd'hui peuvent être rémunérés, là, depuis 2007 ou 2008, mais globalement, le bureau directeur d'une fédération, ce sont des bénévoles. Qui dit bénévole dit pas des professionnels du sport. Et ce sont les patrons de la fédération. En parallèle de ce bureau directeur, existe donc le corps des techniciens des CTS, avec à leur tête le directeur technique national, agent de l'État, mais ce ne sont pas les vrais patrons de la fédération. Donc toutes les décisions passent par le comité directeur d'une fédération. Et même si de plus en plus on voit des gens très compétents être élus à la tête des fédérations, chacun son métier quelque part. D'autant plus, et c'est là aussi où le bas, entre guillemets, le bas blesse pour une culture de la haute performance du sport de très haut niveau, c'est que les fédérations, c'est l'une des spécificités françaises, les fédérations ont une délégation de pouvoir. Qu'est-ce qu'une délégation de pouvoir? C'est qu'ils ont une mission de service public. Et en l'occurrence, la mission de service public, c'est surtout de développer le sport sur tout le territoire. Donc, l'objectif premier, pas intégral, mais en tout cas premier d'une fédération, c'est d'assurer aux gens la possibilité de pratiquer le sport. Donc forcément, les présidents qui sont élus n'ont pas toujours en tête la priorité vers le sport de très haut niveau. Ils ne le maîtrisent pas forcément non plus d'ailleurs. Hein. C'est très spécifique d'amener un champion au plus haut niveau international. Et ça crée souvent des guéguerres. Mais cette situation est aussi due au fait, et c'est pour ça que je disais qu'il était à bout de souffle, qu'il apparaît à bout de souffle, en tout cas ce système, c'est que national, aujourd'hui, quand on regarde sa fiche de poste, c'est l'homme à tout faire. Il doit tout faire. C'est Superman. C'est plus possible parce que quand ce poste a été créé dans les années 60, forcément les missions étaient beaucoup plus restreintes. Le paysage du sport international et national était différent. Il y avait quasiment pas de professionnels à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, il y a évidemment les sports professionnels ou la partie professionnelle des sports qui est à prendre en compte. Bref, aujourd'hui, un DTN, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est voué à développer la pratique sur le territoire ou à obtenir les meilleurs résultats au niveau international, c'est
ça peut être un DRH, ça peut être un directeur de marketing, parce que le marketing, alors certaines fédérations ont un directeur de marketing, mais la plupart du temps, bah, ça rentre dans le giron du DTN. Il doit aussi gérer ses cadres, il doit développer la politique sur le plan national, la coordonner également avec les différentes entités qui sont dispatchées un peu partout entre les comités régionaux du comité olympique, entre les directions régionales qui viennent de disparaître, ça c'est l'une des nouveautés de ces derniers mois, mais la structure existe quand même sous une autre appellation et une forme un petit peu différente. Enfin bref, il a tellement de métiers que l'une des problématiques, effectivement, c'est de définir peut-être un peu mieux le rôle des agents de l'État aujourd'hui, et notamment de la du directeur technique national. Mais excuse-moi, Ludovic, je t'interromps, mais apparemment, avec l'Agence nationale du sport qui a été créée en France, les directeurs techniques nationaux seront recrutés directement par les fédérations et ils peuvent venir aussi du civil et non pas forcément des détachés de l'administration. Alors, oui et non. La nouveauté, avec la création de l'Agence nationale, c'est qu'ils ont détaché le directeur technique national de sa responsabilité sur le haut niveau, en créant un nouveau poste qui s'appelle le directeur de la performance. Alors, ce nouveau poste, dans les faits, aujourd'hui, encore une fois, nous sommes dans une phase de mise en place, hein, donc il faut aussi laisser le temps au temps, mais dans les faits, aujourd'hui, toutes les fédérations ne peuvent pas se permettre d'avoir un salarié supplémentaire, un directeur de la performance. L'heure n'est pas à la multiplication des postes donnés par le gouvernement. Donc, le gouvernement ne va pas rajouter de budget à ces cadres pour qu'il y ait encore plus de cadres. Donc, souvent, c'est soit le DTN, il y avait un directeur, enfin, il y a souvent un directeur de l'équipe de France, ça peut être aussi cette personne. Mais pour l'instant, même s'il y a du bon dans l'idée, moi, mon sentiment, c'est qu'on a encore rajouté une strate au fonctionnement. Beaucoup parlent de millefeuille en parlant du sport français. Bah, je pense qu'on a rajouté une couche au millefeuille pour l'instant. C'est pas l'idée à terme, mais pour l'instant, vous voyez, l'agence, bah, elle a pas réellement remplacé le ministère, puisque le ministère existe toujours avec le cadre, et il y a peu de probabilité pour que ça change avant 2024. Après, quid? Est-ce que le ministère va disparaître? Est-ce que c'est l'agence qui va avoir moins de moyens? Ça, on ne sait pas. Ça va aussi dépendre du gouvernement en place et du président élu. Mais aujourd'hui, oui, on a voulu détacher le directeur technique national du haut niveau. Maintenant, dans les faits, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. D'accord. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que ce système, il a très bien fonctionné, il fonctionne toujours très bien, il connaît maintenant des limites, il faut s'inspirer d'autres systèmes qui ont fait autrement, tels que le système anglais. On va voir d'autres systèmes avec toi, Ludovic. Comment ils ont fait, comment ils ont dépassé, je dirais, cette organisation, et surtout, comment faire de l'évaluation par rapport au contrat d'objectif de départ. Bah, encore une fois, l'évaluation est faite, c'est en tirer les conséquences. C'est en tirer les conséquences, et puis on est d'accord, comment tirer les conséquences et comment adapter les budgets, etc. Maintenant, je voudrais parler puisqu'on parle d'un écosystème, je voudrais qu'on parle d'un élément qui est très important, et sans lui, rien ne se fait autour du sport de haut niveau, ce sont les sportifs eux-mêmes. Tu as abordé aussi cet aspect du sportif. Qu'en est-il de la situation des sportifs de haut niveau en France ? Bah, aller à l'unisson du sport en français, c'est un entre-deux. Je sais que la situation a un peu évolué depuis 2-3 ans, depuis la rédaction du livre, mais il faut savoir qu'à Rio, la moitié des médaillés français étaient smicards. Alors, smicard, ça veut dire qu'ils touchent un salaire minimum. C'était même plus que minimum, parce que de mémoire, je crois que la moitié touchait 700 € par mois. Alors certes, nourri, logé, etc. Mais je veux dire, en termes de ressources propres, de revenus, c'était très limite. Alors, ce qui a été développé en France, mais comme dans d'autres pays d'ailleurs aussi, c'est essayer de travailler avec différentes administrations, comme l'armée, la police, les douanes,
et ce qui est d'ailleurs le cas. Certains sportifs français, la SNCF également, certains sportifs français sont salariés par ces grandes entreprises nationales. Maintenant, les entreprises privées, pour l'instant, même si c'est l'ambition, même si c'est le discours officiel, les entreprises privées peinent à arriver, si vous voulez, peut-être par manque d'attractivité, parce que on va en revenir aussi, encore une fois, à la comparaison entre le système français et anglais. L'intelligence du système anglais, c'est de dire il y a un sport. En Angleterre, c'est UK. Il y a une équipe, il y a une seule entité. Aujourd'hui, en France, même si ça peut se profiler avec la création de cette agence, le sport français, c'est pas une entité. C'est toutes les fédérations. Il y a autant de sports que de fédérations, je serais tenté de dire. C'est-à-dire que quand vous allez voir un éventuel partenaire qui peut, je sais pas moi, salarier ou au moins aider le sportif de haut niveau, si vous allez le voir en disant on représente toute la nation, nous sommes UK Sport ou France Sport, appelons ça comme on veut, vous investissez dans le sport français, ça a une autre portée que si on dit vous investissez dans X sport qui passe à la télé tous les 10 ans. Forcément, c'est pas la même force de frappe. Donc ça, c'est en train de se structurer. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées. Maintenant, c'est souvent des initiatives plus personnelles que générales, que globales, que systémiques. Et c'est là où la différence s'est faite avec l'Angleterre. Il y a quelque chose qui est aussi très important à noter, c'est qu'en Angleterre, ils ont distingué le sport de masse, le développement de la pratique, et le sport de haut niveau. Comment ils ont fait cette distinction? Pardon? Comment ils ont fait cette distinction? Très simplement, UK Sport ne concerne pas du tout, n'est pas du tout concerné par le développement du sport de masse. UK Sport, c'est le sport de haut niveau, la performance au plus haut niveau, point. En dessous, il y a des agences dites nationales, puisque la Grande-Bretagne, c'est plusieurs nations. Il y a England Sport, Wales Sport, Scotland Sports, qui, elles, sont chargées de développer la pratique du sport sur tout le territoire. Aujourd'hui, en France, l'Agence nationale du sport est toujours chargée des deux. Il y a certes une cellule qui est dédiée au sport de haut niveau, qui est dirigée par Claude Onesta, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball. Mais l'Agence nationale, son travail, c'est aussi, encore une fois, de développer. En fait, elle a les mêmes rôles que le ministère des Sports avait. Le ministère des Sports conserve encore le rôle. C'est pour ça que parfois, il y a encore doublons dans les faits et dans le travail. Mais comment dire, le distinguo n'est pas encore complètement fait. Alors, faut-il le faire? Ça, c'est une autre question. Mais toujours est-il, quand on regarde le système britannique, on s'aperçoit que ça a porté ses fruits. En tout cas, l'agence britannique du sport, elle est spécialisée dans le sport de haut niveau et la recherche de performance. Et je retiens un autre point qui me semble essentiel, c'est que l'agence britannique, quand elle va négocier avec un éventuel sponsor ou avec un éventuel partenaire, c'est par rapport à toutes les activités sportives et pas juste par rapport à un sport au détriment de l'autre. C'est pas la fédération qui fait la démarche, c'est vraiment l'agence qui fait la démarche, une démarche globale. D'accord. Alors, je reviens quand même aux sportifs. Quand même, en France, il y a beaucoup d'avantages qui sont donnés aux sportifs de haut niveau. Il y a quand le sportif de haut niveau intègre, par exemple, l'INSEP, ou même sans s'il intègre l'INSEP, il bénéficie de ce qu'on appelle le double projet. C'est-à-dire qu'il peut suivre ses études tout en étant, je dirais, sportif de haut niveau. Ou bien il peut bénéficier d'une formation professionnelle tout en étant sportif de haut niveau. Ce qui garantit quand même, ce qui lui donne des garanties pour l'avenir. Oui et non. Alors déjà, en Grande-Bretagne, le double projet, ils ont fait une croix dessus, cela n'existe pas. D'accord. Sur le double projet, encore une fois, c'est pas un avis personnel, c'est plutôt une lecture de ce qui se passe. Moi, par rapport aux interviews que j'ai pu mener, le regard, le discours sur le double projet est très, très varié. Et il y en a qui sont absolument pour, d'autres qui sont absolument contre. Les contre, c'est aujourd'hui tellement difficile d'obtenir une médaille au niveau international que entre guillemets, se perdre en conjonctures diverses, c'est un manque de récupération.
c'est un manque de concentration éventuellement sur l'objectif principal qui est de ramener la médaille d'or. Nous parlons de très haute performance, encore une fois. L'idée, c'est pas de figurer dans le top 8, dans le top 10. Ça peut être possible. Mais si on veut être sur un podium olympique et a fortiori avoir une médaille d'or, mener un double projet, c'est très, très compliqué et c'est pas forcément viable pour la performance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est là toute la question. Pour l'instant, personne n'a la réponse. Divers systèmes sont étudiés. Parce que tu parlais de mener des études, mais ça peut aussi être un boulot en alternance. Quand je parlais des gens qui sont salariés dans la police, à la SNCF et tout, je suis pas en train de dire qu'ils travaillent 35 heures par semaine comme leurs collègues, mais de temps en temps, ils ont quand même des actions à faire. Enfin, ils ont du temps à consacrer à leur entreprise. Là, il y a diverses voies. Alors, je vais faire ce qu'on appelle en France une réponse de Normand. Je veux dire, je crois que c'est vraiment selon le profil de chacun. Oui, c'est selon le profil de sportif. Oui, tout à fait. Des athlètes se sentent mieux pour performer s'ils ont un projet en parallèle qui leur donne une certaine confiance, une certaine assise. D'autres se disent, je peux pas me concentrer sur les deux. Et puis, alors, quelle est la qualité de la formation? Moi, j'avais parlé avec une athlète pour passer un BTS qui se passe généralement en 2 ans. Elle avait mis 7 ans. Alors certes, elle a été double championne du monde, médaillée olympique entre-temps, mais quid au bout des 7 ans? Et est-ce qu'on est formé? Je suis pas sûr. D'ailleurs, elle n'exerce pas le boulot pour lequel elle a passé son BTS, en l'occurrence, cette athlète. Donc, le double projet freine la performance, effectivement, beaucoup le pensent. D'un autre côté, on ne peut pas laisser non plus les sportifs de haut niveau, dont la plupart ont très peu de revenus. Certains gagnent très bien leur vie, mais c'est un nombre très restreint. Donc, on ne peut pas demander à des personnes de se consacrer pleinement pendant 10 ans de leur vie à faire du sport, et puis du jour au lendemain, leur dire, maintenant, il y a le RSA ou il y a le chômage. Donc, forcément, il faut trouver une solution. Et le double projet est intéressant dans ce sens-là, bien évidemment. Alors, il y a le double projet, mais il y a aussi le pacte performance entreprise en France qui permet à certaines entreprises de jouer ce rôle d'entreprise citoyenne et de s'intéresser aux performances des sportifs et de prendre en charge certains sportifs. Je pense que c'est un projet qui a donné de très bons résultats, surtout en 2016. Alors, oui, mais le truc, l'histoire de ce pacte de performance, c'est l'histoire d'un homme, du secrétaire d'État au sport à l'époque, Thierry Braillard, qui s'est dit, mais c'est quand même pas possible qu'on en soit là. Donc, il a utilisé son réseau, il a pris son téléphone, il a utilisé son réseau, il a appelé diverses entreprises en disant, bon, tu pourrais pas prendre un athlète, et toi, là, un athlète. Et effectivement, le pacte de performance a été couronné de succès. Mais, encore une fois, c'était pas un système établi. C'est des coups de fil donnés par une personne à un moment donné, à un moment précis. Alors aujourd'hui, on continue, hein, mais encore une fois, il y a Athlètes et Partenaires qui a été dirigé par le nouveau président de la Fédération française de judo, Stéphane Nomis, dont l'essence, c'était justement de trouver des entreprises qui pouvaient aider, pas forcément embaucher d'ailleurs aux salariés, hein, ça peut être des aides ponctuelles également, et aider les sportifs de haut niveau. Mais pour l'instant, il n'y a pas un système précis mis en place. Il y a diverses politiques menées, mais encore une fois, qui portent leurs fruits. Mais est-ce que tu as une idée sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau en Grande-Bretagne? Comment les sportifs de haut niveau sont accompagnés? Ils sont quasiment professionnalisés le temps de leur carrière. Alors, quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui est très très important à comprendre, c'est la philosophie. Qu'est-ce qu'on veut faire de la société française ou de la société britannique pour le coup? Quelle est l'approche? La France, c'est un modèle socialiste, pour pas dire communiste quelque part, puisque l'argent vient de l'État. L'Angleterre, comme nous le savons tous, la philosophie est plutôt libérale, voire néolibérale. Et ça se traduit aussi pas seulement par rapport aux athlètes, mais par rapport au sport aussi. Ce que n'arrive pas et ne veut pas faire la France, et encore une fois, il n'y a aucun jugement dans mon propos, à la limite bien au contraire même, c'est choisir. Ah, vous n'êtes pas bon, vous n'existez plus. En Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, ils n'hésitent pas
il n'y a pas les résultats escomptés pour X raisons, on vous coupe les budgets. Mais si on coupe les budgets aux fédérations, on coupe les budgets aux athlètes aussi. Ça, c'est le cas de l'escrime. L'escrime a totalement disparu des circuits, des radars en Grande-Bretagne. Cherchez-moi un sport co britannique aux Jeux Olympiques. Je sais pas, du hand, du basket, il n'y a pas. Parce qu'ils se sont dit, un sport co, ça coûte trop cher pour ce que ça rapporte. Il faut, c'est 16, 20 personnes qui font l'équipe pour une médaille. Bah, on préfère investir sur 16 personnes qui peuvent ramener 16 médailles. C'est une philosophie. Mais toujours est-il, le sport co en Angleterre aujourd'hui, enfin le sport co, on parle de Jeux Olympiques. Évidemment, on ne parle pas des sports professionnels, foot, rugby, etc. Mais les sports co en Grande-Bretagne aujourd'hui n'existent quasiment plus. En France, il n'y a pas cette philosophie. La philosophie, et c'est pour ça que le système de Gaulle est extraordinaire en soi, non seulement parce qu'il fonctionne encore 60 ans après, mais parce qu'il a toujours essayé et il avait trouvé un certain équilibre entre le développement social, l'inclusion, le sport santé et le haut niveau. Est-ce que c'est pas un modèle finalement qui est, je dirais, très fiable parce que au-delà de la performance, il vaut mieux être dans les top 10 au niveau olympique, je parle du cas de la France, et en même temps avoir, je dirais, toutes les disciplines représentées et avoir un système de pratique de masse qui est bien développé. Ah, mais si je dois m'exprimer à titre personnel, je préfère le système français. Mais après, on n'est pas dans une logique de haute performance. Effectivement, la France peut très bien se contenter d'être dans le top 10 tous les 4 ans. C'est très bien. Enfin, je veux dire, faire un top 10 olympique tous les 4 ans, beaucoup le souhaiteraient. Après, ça veut dire, on va pas aller chercher le plus. Et pour aller chercher le plus, il faut modifier le système quand même, les mentalités, je dirais aussi, parce qu'il y a aussi des questions de formation des cadres, de philosophie, comme je viens un peu de l'expliquer. Mais est-ce qu'on est prêt en France à dire on fait une croix sur tel sport parce que il rapporte pas de médaille, donc ça veut dire fille de son développement quelque part aussi. Moi, je ne suis pas certain que les gens soient prêts à le faire. Et je ne suis pas sûr que ça soit aussi la meilleure philosophie à suivre. Enfin, moi, ce que j'ai compris de ton livre, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que si on veut faire de la haute performance, ce sont des règles à part, c'est une approche complètement différente et qui peut être compatible avec un développement du sport de masse et de la pratique sportive généralisée. Ah, mais complètement. Après, le secret du système de Gaulle, qui n'en est pas un, c'est que l'État payait tout. C'est ça, ce qui a fait le succès de ce système, c'est l'État donne des cadres, l'État donne de l'argent, et on fait au mieux. Alors, on peut partir de ce principe-là, même si il semblerait que l'heure ne soit plus à des émoluments très généreux. Donc, ça impose une vraie réflexion sur l'avenir du sport français, et pas que français d'ailleurs, a priori. Bref, si l'État continue à financer, il y a juste quelques ajustements à faire, et la France peut atteindre le top 5. Le top 3, ça paraît quand même compliqué vu les forces en présence, mais peut quand même gagner plus de médailles d'or. Là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce que je disais tout à l'heure, les sauveurs, c'est quelques exploits individuels. Mais c'est aussi le système français qui permet ça, puisque le système français, c'est la pyramide. Voilà, on part d'une pyramide élargie et on se dit, plus il y a de monde, plus on a de chances d'avoir quelqu'un au sommet. Les Britanniques ne raisonnent pas comme ça. Ils se disent, il y a moyen d'être plus efficace, d'être plus pragmatique. On peut parler éventuellement de la détection des sportifs de haut niveau. En France, c'est un long cheminement. L'Angleterre a choisi d'autres voies et ne se gêne absolument pas, par exemple, pour dire à tel athlète qui est numéro 3 dans son sport, donc qui n'a aucune chance de performer à l'international, parce qu'il y en a déjà 2 avant lui au niveau national, et ça veut dire qu'il n'a pas forcément de niveau international, lui dire, écoute, nous, tes qualités, on les trouve très bonnes pour exercer tel sport. Vas-y, nous, on te finance pour faire tel sport. C'est-à-dire qu'il y a un côté transversal dans l'approche. On a un cas, elle s'appelle Lizzie Arnold. Voilà, je cherchais son nom depuis tout à l'heure. Lizzie Arnold est une Britannique qui a été championne olympique de skeleton. 4 ans avant, elle n'a jamais fait de skeleton. Elle était numéro 3 de l'heptathlon. Mais UK Sport lui a dit, écoute, on continue à te financer, mais si tu changes de sport.
Euh, et quand je reviens pour en revenir à la détection, ils ont organisé aussi des sortes de grands routes avec des thèmes. Il y a eu pour les sports de combat, par exemple, ça s'appelait Fighting Sport, Fighting for Sport. Bon, bref, Mhm, ils ont invité plein d'athlètes en disant bah, montrez-nous. Nous, on a besoin de sportifs en taekwondo. Il y a des gens du kickboxing qui sont venus, du karaté aussi, de la fédération traditionnelle de taekwondo qui sont venus. Et puis, bah, tout ça, ça fait un taekwondo britannique gagnant. 2000-2004, pas une médaille. 2016 à Rio, ils ont 3 médailles, dont une en or. Jen Jones, par exemple, qui est la numéro 1 en taekwondo mondial aujourd'hui, un double championne olympique. À la base, elle n'était pas dans le giron de la fédération. Alors, Ils ont fait aussi pour les grands. Voilà, on a mhm, besoin de grands gabarits. Bah tiens, on va organiser un grand out pour tester les capacités physiques, intellectuelles également de certains sportifs. On va voir si on peut les accompagner dans un parcours de performance. mhm. Alors, moi, je reviens toujours à cette idée pour qu'elle soit très claire. Un, si on veut faire, on peut développer le sport de masse avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais si on veut faire le sport d'élite, le sport de haute performance, c'est une approche tout à fait différente, à part avec ses règles et, je dirais, ses moyens, quoi. Et à ce sujet, Ludovic, tu parles dans ton livre de la haute performance est une science et elle mérite d'être développée davantage en France. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ça? Oui, oui, oui. Bah oui, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis quelques années déjà, performer au plus haut niveau international, on ne peut plus être dans la logique de ce qu'on appelait le no pain, no gain, c'est-à-dire sans douleur, pas de progrès. Ce qui est encore, à ma connaissance en tous les cas, ce qui est encore l'approche de certains entraîneurs qui ont été formés il y a 30 ou 40 ans en France. Certes, ils sont pas loin de la retraite, mais c'est encore aussi une philosophie. Donc aujourd'hui, tous les pays qui ont des résultats au niveau international font appel à ce qu'on appelle les sport scientists. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étudient les données, qu'ils s'attellent à développer différents secteurs bien spécifiques. Pour exemple, l'un des sports qui connaît le plus de succès aux Jeux Olympiques, un sport britannique, c'est le cyclisme sur piste. Ils ont été jusqu'à étudier la matière du textile du maillot pour gagner quelques centièmes de seconde, pour vous dire où en est la logique. Alors pour ce faire, ils ont créé la structure pour, ils ont dégagé le budget pour. Il faut savoir que UK Sport a six départements différents. L'un d'entre eux, c'est l'Institut de technologie. C'est 350 chercheurs à temps plein qui travaillent sur tous les sports, sur toutes les données, hein, que ce soit le big data, que ce soit le neurosciences, etc., pour améliorer la performance. Pour comparaison, que j'hésite à faire quand même, en France, il y a des gens qui travaillent, mais beaucoup dans leur coin. Il y a un laboratoire de recherche à l'INSEP, ce qui est très bien, hein, mais ils sont 20, dont 10 doctorants. Et ils ont, je crois, 500 000 euros de budget par an. Alors que, je ne voudrais pas te dire d'erreur, mais je crois que c'est 25 millions d'euros par an pour UK Sport. Donc, c'est aussi une autre façon d'appréhender le sport et le haut niveau. Mais le développement de la pratique du sport pour tous et le haut niveau peut être mené parallèlement ou même de front. Enfin, je veux dire, c'est pas antinomique non plus, c'est juste une logique différente. Alors, Ludovic, on a parlé de plusieurs points. Maintenant, je voudrais aborder avec toi le temple du sport de haut niveau en France, qui est quand même l'INSEP et qui reste une référence internationale. Ah oui, ah oui, Alors, oui, c'est pas. l'INSEP a été créé par De Gaulle également. Oui, non, non, ça a été créé un peu plus tard. En fait, l'INSEP a été créé en 1975 suite à la fusion de deux organes étatiques, deux écoles de sport différentes. Ah non, mais l'INSEP est un bel écran. Ça reste un lieu de haute performance. Après, bah, l'INSEP souffre aussi des maux du sport français, peut-être une trop grande administration. Ce que j'entends par là, c'est qui dirige l'INSEP?
Quand vous voyez le conseil d'administration, il y a 6 ministères qui sont représentés. Ça va de l'économie, des finances, de la santé, du sport quand même. Enfin, il n'y a plus de ministère du sport en ce moment, mais bref, des représentants du mouvement olympique, heureusement, donc des fédérations. Mais je veux dire, c'est un conglomérat de profils totalement différents qui aboutissent pas forcément à une optimisation de la haute performance. Les outils sont bien à l'INSEP. Enfin, encore une fois, il y a eu de gros travaux qui ont été menés il y a une quinzaine d'années, parce que sinon, l'endroit était un petit peu désuet, pour pas dire beaucoup. Aujourd'hui, on peut plus dire ça. Maintenant, il y a toujours des défauts de fonctionnement qui font que c'est peut-être pas encore optimisé. Je pense que la grosse problématique du sport français, c'est le manque d'optimisation. On parlait tout à l'heure d'évaluation. Alors, c'est très bien d'évaluer. Encore faut-il que l'évaluation soit bien faite. Mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Est-ce qu'on se dit, bon, vous n'avez pas la moyenne, on va réagir là, on va vous donner moins d'argent, on va mettre quelqu'un d'autre en place, on va vous donner plus d'argent pour vous développer tel secteur spécifique. Pour l'instant, ça semble se mettre en place avec la cellule de Claude Onesta et l'Agence nationale du sport, mais c'est en face, c'est un démarrage. Donc pour 2024, c'est pas la peine, on sera pas prêt. En tout cas, quand on regarde l'INSEP, je dirais, c'est un outil pour faire de la performance et de la haute performance qui est, je dirais, exceptionnel. Il y a des labos de recherche, il y a un centre médical de suivi, il y a aussi de l'accompagnement social, de l'accompagnement mental des sportifs, et il y a cette possibilité d'offrir aux sportifs de haut niveau cette double projet, voire même la possibilité de faire du sport de haut niveau et de construire son avenir professionnel, soit dans le domaine du sport ou dans un autre domaine. Ça reste quand même un modèle d'actualité, non, n'est-ce pas? Alors d'actualité, je ne sais pas justement. C'est l'un des grands flous des réformes qui sont en train de se mettre en place. Alors c'est d'actualité par rapport à la qualité des prestations, mais après il y a deux choses. D'une, il y a la gestion même, comme je le disais, du grand INSEP, de l'INSEP. Et le deuxième point, c'est le grand INSEP. Je vais en parler après. Il se trouve que pour financer tous les travaux dont je parlais tout à l'heure, le gouvernement a fait appel à des partenaires privés. Et donc a monté ce qui s'appelle un partenariat public-privé. Alors moi, j'ai fait un petit peu d'humour dans mon livre. Le PPP en question, je l'ai appelé pas pour performer. Pourquoi ? Parce que les entreprises privées qui ont investi dans la rénovation de l'INSEP, dans le développement de ces outils, eux, ils ont une logique de rentabilité. Ce qui sous-entend, pour faire court, que les tarifs ont augmenté. Il faut savoir que les fédérations versent un loyer à l'INSEP. Donc, les frais ont nettement augmenté. La qualité, alors quelqu'un relevait, l'un des acteurs que j'ai interviewé dans le livre, relevait quelque chose qui pourrait paraître anecdotique, mais il m'a parlé des alaises du lit, des alaises des matelas des lits. Il dit, quand vous êtes une entreprise privée qui vous cherchez la rentabilité, vous n'allez pas aller chercher les meilleures alaises et les meilleurs matelas. Par contre, quand vous êtes dans une logique de performance de très haut niveau, il faut que toutes les conditions qualitatives soient réunies pour que l'athlète performe. Donc, un bon matelas, c'est un bon sommeil. Est-ce que les matelas sont bons à l'INSEP? Je vous pose la question. Et vous voyez, c'est une somme de petites... Dans les interviews que tu as menées, est-ce que tu as une réponse à cette question? Non. Enfin, oui, j'ai la réponse d'il y a 10 ans. Non, c'était pas de très bonne qualité du tout. Alors aujourd'hui, ça a peut-être évolué. Je ne me suis pas tenu au courant d'évolution des matelas des chambres. Alors, Ludovic, si tu m'autorises, je lis comme ça spontanément une question de Mohamed El Matouk qui dit combien de médailles olympiques viennent de l'INSEP à chaque jeu? Je pense que 50% des médailles françaises, 50% des médailles françaises viennent de résidents de l'INSEP. C'est ça. Grosso modo, c'est 50%, ouais. Mais sachant qu'il y a des fédérations. Oui, non, mais attendez, moi je ne critique pas l'INSEP. Encore une fois, ça reste un très bel écrin. Mais moi, ce que je sais, c'est que c'est devenu tellement cher qu'il y a des fédérations qui se posent la question d'en partir. C'est pour ça que présenter l'INSEP comme l'endroit de la haute performance en France, et a fortiori avec le deuxième point que je vais développer, j'ai du mal à répondre avec un oui franc et massif.
Prenons l'exemple du judo, qui a un magnifique dojo à l'INSEP. Alors, Jean-Luc Rouget a perdu les élections, n'est plus président. Mais quand je l'ai interviewé pour le livre, il se posait fortement la question de quitter l'INSEP parce que ça lui coûtait, je crois, 100 millions d'euros par an. Qu'il préférait investir cet argent ailleurs, dans des centres nationaux, pourquoi pas, ou autre. Et donc, deuxième point sur lequel je voulais m'exprimer, c'est que l'INSEP a développé, il y a quelques années, à partir de 2013, sous la direction de Jean-Pierre de Vincenzi, a développé ce qu'on appelle le Grand INSEP. Qu'est-ce que le Grand INSEP ? C'est la réunion de tous les centres régionaux d'éducation physique et sportive, les CREPS. Les CREPS. Chaque région, quasiment, à un minimum un CREPS. Il y en a 18 ou 20 en France, une petite vingtaine. Et donc, l'idée du Grand INSEP, c'est de dire, plutôt que chacun travaille dans son coin, les CREPS accueillant généralement surtout des espoirs, non pas des sportifs de haut niveau encore confirmés à l'international. Donc, plutôt que de travailler dans son coin, on va essayer de faire en sorte que l'INSEP chapeaute tous ces CREPS et qu'il y ait une politique vers le haut niveau commune. Donc ça, c'est mis en place petit à petit. Entre-temps, et là, ça n'a rien à voir avec le sport, mais ça a un impact sur le sport, entre-temps, l'État français a entamé une décentralisation, une régionalisation, on pourrait dire, si bien que les CREPS sont passés sous l'autorité des régions et non plus de l'État. Et là, dernière nouveauté, suite à la création de l'Agence nationale du sport, c'est que la haute performance passant sous son égide, il a fallu régionaliser aussi l'approche. Donc, pour l'instant, ça se fait à travers des conférences régionales où prennent part les différents acteurs du sport, que ce soit le comité olympique, que ce soit les conseillers techniques, enfin le ministère, les CREPS évidemment. Et donc, on se retrouve dans un flou un petit peu artistique de savoir qui fait quoi. Les CREPS, est-ce que c'est le Grand INSEP ? Est-ce que c'est ce mastodonte de la performance Grand INSEP ? Est-ce que c'est les régions qui décident ? Est-ce que c'est l'agence nationale qui décide ? Mais qui décide, c'est pas elle qui donne l'argent, ce sont les régions. Donc, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, l'INSEP, aujourd'hui, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. A priori, enfin c'est pas a priori, elle a gardé entre guillemets son autonomie, parce que d'autonomie, il y en a quand même guère dans la gestion administrative. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'a pas été rattachée à l'Agence nationale du sport, mais on ne sait pas ce qu'il va en advenir, puisque les CREPS sont rattachés à l'Agence nationale du sport et aux régions. Quid de l'INSEP dans quelques années, ça, on ne sait pas. Mais ça reste un endroit où la performance est de mise, bien évidemment. Alors, Ludovic, si je dois résumer, le sport de haut niveau, c'est un écosystème. Donc, il y a la gouvernance, il y a l'impact ou le rôle des fédérations, il y a le sportif et son accompagnement, il y a les infrastructures. Est-ce que tu as aussi, dans ton livre, parlé du suivi médical de ces sportifs de haut niveau ? On a parlé de la technologie, mais qu'en est-il du suivi médical ? Alors, j'en ai pas parlé spécifiquement, je l'ai inclus dans ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire toute l'approche scientifique de la performance. Et effectivement, encore une fois, je vais un petit peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit précédemment, mais l'aspect médical, c'est plutôt des initiatives, entre guillemets, personnelles. Quand je dis personnel, ça peut être fédéral, ça peut être d'un entraîneur aussi, mais il n'y a pas de système, il n'y a pas à ma connaissance en tous les cas, il n'y a pas d'organe auquel on peut s'adresser. Alors si, à l'INSEP, évidemment, il y a un service médical, mais bon, ils sont, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ils doivent être 3 ou 4. Alors bon, pour gérer tout le sport de haut niveau français, ça fait un petit peu léger. Et non, il n'y a pas réellement de structure. Encore une fois, c'est l'une des différences avec le système mis en place par la Grande-Bretagne. Eux attachent beaucoup d'importance à tout cet aspect scientifique au sens large du terme. Alors, on a parlé du système anglais qui, bien sûr, j'ai envie de dire, s'est rénové après 96. Il s'est spécialisé avec la création de l'agence, centré que sur la performance et la haute performance, et qui a donné, je dirais, des résultats. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer si on doit synthétiser en 2 mots? Qu'est-ce qu'on doit retirer de ce modèle anglais, Ludovic?
Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui ont suivi le pas du modèle anglais? Complètement. Les Japonais, alors ils veulent pas le dire hein, officiellement, mais le Japon s'est énormément inspiré des réformes qui ont été mises en place en Grande-Bretagne. Peu de temps après d'ailleurs, hein, le Japon, qui a connu les mêmes déboires que la Grande-Bretagne en 96, a aussi entamé une réflexion. Et dès 2000, ils ont lancé des plans quinquennaux de développement du sport, enfin du sport de haut niveau. Et ils sont partis sur les mêmes bases de structuration que la Grande-Bretagne, à savoir une agence nationale du sport, indépendante des circuits politiciens, dont le financement est principalement assuré par les jeux de loterie, hein, comme en Angleterre. Le système existe en France, hein, mais pas dans les mêmes proportions. Hein. Aujourd'hui en France, c'est encore l'État qui donne principalement les subsides. Donc oui, il y a le Japon. La Corée du Sud a un moindre égard, mais qui a aussi son agence du sport. Mais bon, la Corée du Sud, je parlais de philosophie tout à l'heure, c'est une histoire, enfin philosophie, histoire sociétale. En Corée, ce sont les militaires, les universités qui gèrent beaucoup le sport de haut niveau. Donc c'est difficile de le comparer avec nos pays. Mais effectivement, hein, forcément, le succès de la Grande-Bretagne fait réfléchir. Alors, doit-on le copier pour le copier? Pour la France, par contre, ça serait une erreur, puisqu'encore une fois, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même vision de la société. Par contre, on peut s'en inspirer sur divers points. Et quand je disais tout à l'heure que les choses avancent, les choses bougent, mais avancent-elles? Moi, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu trop tôt pour le savoir, si elles avancent réellement, parce que pour l'instant, on a certes la création de l'agence, mais n'est-ce pas une couche de millefeuille supplémentaire pour l'ambition d'un point de vue pécunier, c'est de s'adresser à des entreprises privées, c'est de faire appel au mécénat. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est toujours l'État qui finance. Et comme on le sait bien, c'est celui qui finance qui commande. Alors, justement, Ludovic, je fais un petit retour en arrière. Tu as parlé du modèle japonais qui suit, sans le dire, le modèle anglais. Les Jeux olympiques de Tokyo devaient avoir lieu en 2020, juillet-août à Tokyo. La pandémie, je dirais, planétaire, la crise sanitaire a repoussé les Jeux pour juillet-août prochain, 2021 à Tokyo. Qu'est-ce que tu en penses de ce report et comment ce report a impacté le sport de haut niveau? Ou comment cette pandémie a impacté le sport de haut niveau? Alors, sur la tenue des Jeux Olympiques à Tokyo l'été prochain, comme vous le dites si bien au Maroc, Inch'Allah, parce que malheureusement, je ne mettrai pas aujourd'hui ma main coupée qu'ils aient lieu. Je pense, enfin, la version qui est la plus courue en ce moment et qui tient la corde, ça serait des Jeux Olympiques à huis clos. Je pense que le mois de mars va être décisif quant à leur tenue. Le report, malheureusement, on est obligé de subir les événements. Hein. Enfin, si j'ai encore un doute, moi, personnellement, sur la tenue de ces JO cet été, c'est tout simplement par rapport à l'évolution de la pandémie. Faut savoir quand même qu'au Japon, la vaccination n'a pas encore commencé. Elle est prévue pour commencer en avril-mai seulement. Que les Japonais sont de plus en plus réticents à accueillir autant de personnes étrangères, même si ce sont des sportifs, sur leur sol, parce que ça multiplie, quoi qu'il arrive, le risque. Alors, s'ils ont lieu à huis clos avec des règles sanitaires très très strictes, ce qui semble se profiler, le risque est évidemment diminué par rapport pour la population, mais les règles vont être tellement strictes que ça va être une vraie fête du sport. Malheureusement, les conditions font que j'en doute peu, mais je pense quand même qu'il faut qu'ils aient lieu. À tout niveau, au niveau économique, au niveau humain, au-delà même de cette pandémie qui crée un univers anxiogène quelque part, ça apporterait du baume au cœur de voir tous ces sportifs en activité, battre des records, remporter des médailles, ça apporterait certainement de la joie à beaucoup.
Et puis, économiquement, évidemment, parce que l'économie du sport, je parle pas bien évidemment du sport professionnel, je parle des sports, la plupart qui ne le sont pas d'ailleurs, l'économie du sport dépend quand même beaucoup des subsides des Jeux Olympiques tous les 4 ans. Donc déjà, là, il y a beaucoup d'argent qui va être perdu. Donc, il faut s'attendre que le sport souffre, au même titre que d'autres secteurs, bien évidemment. Mais le sport va forcément souffrir d'une de ce report, deux, éventuellement de l'annulation, mais dans tous les cas, ce qui se déroule, ce qui se passe depuis un an, pose aussi d'autres questions sur la performance. Toutes les questions qu'on a abordées jusqu'à maintenant, en schématisant un peu, je dirais qu'elles sont en suspens. Parce que comment optimiser la performance d'un athlète aujourd'hui, sachant qu'il y a quasiment plus de compétition, que s'entraîner est très compliqué et que l'entraînement est disparate selon les nations. Donc ça va aussi créer un problème d'équité. Certains pays ont continué à s'entraîner comme si de rien n'était, ou presque. D'autres ont mis des organisations en place qui leur permettent quand même d'entraîner leurs athlètes. Beaucoup, la plupart même, n'ont pas pu mettre en place un système d'entraînement digne de ce nom pour un athlète de haut niveau. Donc, c'est problématique à tous les étages. Alors, toi qui es dans le journalisme sportif depuis maintenant pratiquement 20 ans, tu as fait les sports 5 ans, un quart de siècle, tu as fait les sports individuels, tu as été même, je pense, à l'origine de la création d'un magazine de handball. En action. Comment cette pandémie aussi a impacté le journalisme sportif? Je suis Parce que le journalisme ou les médias font partie aussi de l'écosystème du sport de haut niveau et des sportifs de haut niveau. Tout à fait, tout à fait. Après, moi, je vois plutôt cette pandémie comme un révélateur, un accélérateur des problèmes ou des problématiques. Il n'y a pas avant et après la pandémie par rapport aux problèmes existants. Ça, c'est valable pour tous les secteurs. Et la presse, alors moi, je suis issu de la presse écrite, la presse imprimée à la base. Je suis passé beaucoup plus à la vidéo aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec la pandémie. C'est l'évolution actuelle, si vous voulez. Les gens, a priori, lisent de moins en moins, en tous les cas, sous un format imprimé. De plus en plus, les jeunes se tournent vers la vidéo et de moins en moins la lecture. Donc, le journalisme sportif, forcément, il est impacté par rapport à cette évolution. Après, le Covid, ça a peut-être accéléré, voire renforcé cette numérisation de l'information. Mais bon, globalement, on n'avait pas attendu la pandémie pour que la numérisation se développe. Alors, Ludovic, si tu me permets, je vais prendre des questions des personnes qui nous suivent à travers et qui posent des questions à travers le chat, que je remercie d'ailleurs et je leur remercie à nouveau pour leur présence et leur participation. Alors, il y a une question de Philippe Préat qui dit « Bonsoir, que pensez-vous du système hollandais, petit pays dont le top 10 a été en été et en hiver, sport d'été et sport d'hiver, sport mental ». Alors, je ne suis pas un spécialiste du sport aux Pays-Bas, mais de ce que j'en sais, ils ont un petit peu réfléchi à l'anglaise, c'est-à-dire qu'ils ont privilégié certains sports. Parce qu'ils sont très forts en hockey sur gazon. Alors, j'ai rien contre le hockey sur gazon, mais c'est plus facile d'avoir une médaille en hockey sur gazon que dans beaucoup d'autres sports. Et un patinage de vitesse également. Alors, je suis pas en train de dénigrer les performances du sport néerlandais, mais les Néerlandais, on les voit pas forcément dans les sports où il y a beaucoup de licenciés au monde. D'accord. Alors, il y a une autre question de Abdelghani Souaf qui dit « Pourquoi vous n'avez pas fait une comparaison avec le système chinois ?» Est-ce que dans ton bouquin, tu abordes le sport en Chine, ou le sport de haut niveau? Non. Très très peu, j'ai dû mettre 3 lignes. Pareil d'ailleurs pour le système soviétique russe, désolé, mais bon, c'est même plus un amalgame, c'est toujours un peu le cas, et qui d'ailleurs pour le coup ressemble pas mal au système français, enfin en tout cas dans sa logique pyramidale. Le sport chinois, c'est
c'est le sport. Comment dire, c'est à l'image de la Chine. C'est à la fois très communiste et à la fois très pointu technologiquement. La structuration du sport en Chine, à ma connaissance, c'est la structuration du sport en France dans les années 60 et celle de l'ex-URSS aujourd'hui de la Russie. C'est-à-dire que c'est très étatique. Par contre, ce que a du mal à faire le sport français encore, même si ça arrive, ce qu'a fait, ça on n'en a pas parlé parce que c'est aussi important, ce qu'a fait le sport britannique, c'est que la Chine aujourd'hui, donc comme les Britanniques également, n'hésite absolument pas à faire appel à des compétences étrangères. En France, on a toujours du mal. Mais ça fait partie justement de cette tradition, ce poids de l'administration. Pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on a des conseillers techniques sportifs à disposition payés par le gouvernement. Ça coûte 120 millions d'euros par an, hein, tous les conseillers techniques sportifs du ministère. 200 millions, enfin, ils sont 1500 en gros, il y en a 400 sur le haut niveau. Hein. Tout n'est pas sur le haut niveau. La plupart sont quand même appelés à développer le sport de masse. Bref, le système chinois, c'est pas celui qui m'a paru le plus intéressant. Voilà. Alors, j'ai une autre question de M. Stéphane Jarry. Je rappelle qu'il est DTN de la Fédération de cyclisme et un ancien cycliste, très grand champion. Qu'est-ce que vous pensez du sport de haut niveau en Australie et surtout le cyclisme sur piste? Ils ont pu réaliser, comme il a dit, de gros résultats au niveau mondial, pareil que l'Angleterre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, Ludovic, pour 2020, pour Tokyo 2020, l'Australie a fait appel à un partenariat entre le sport de haut niveau et l'armée pour améliorer la préparation de ces sportifs. Est-ce que tu as une idée sur le sport en Australie, le sport de haut niveau, bien sûr? À ma connaissance, c'est quasiment la même organisation que le sport en Grande-Bretagne. Ils ont un centre national. Ce qu'on parlait de l'INSEP tout à l'heure, il faut savoir que, par contre, la Grande-Bretagne n'a pas de centre national de sport. Ils préfèrent des lieux ponctuels d'entraînement. L'Australie a un centre national, mais qui est déserté par quasiment tout le monde. Donc, ils ont quasi copié le système anglais. Alors, une autre question de Aziz Akwash, Karwash, pardon, Aziz Karwash, par rapport au sport en Espagne, le sport espagnol, le sport de haut niveau en Espagne. Et ils ont quand même de très, très bonnes écoles dans certains sports, les Espagnols. Est-ce que tu connais leurs secrets? Alors, l'Espagne, comme l'Allemagne d'ailleurs, ont une particularité par rapport aux pays dont on vient de parler, c'est que ce sont des pays fédéraux. Le sport se décide au niveau régional. Donc c'est la région qui décide de la politique, ce qu'on essaye de mettre en place en France, hein, d'ailleurs, pour le coup. Pardon. Alors certes, il y a les organes nationaux, hein, il y a un ministère des Sports, mais grosso modo, le mode de fonctionnement espagnol, hormis cette grosse différence avec les régions, c'est peu ou prou le modèle français. Alors, Ludovic, je voudrais, tu as interviewé plusieurs personnalités du sport français. Je voudrais prendre une citation de Tony Estanguet, qui est médaillé olympique canoë-kayak et qui est aujourd'hui le président de la commission d'organisation des Jeux de Paris 2024. Et il dit, il faut qu'on imagine le modèle jusqu'en 2040. Il faut qu'en 2040, l'on soit très, très fort et cela passe par 2024. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il a une vision pour le sport français en 2040? Est-ce qu'il a une stratégie? Est-ce qu'il t'en a fait part? Alors, je ne sais pas s'il a une vision, une stratégie là-dessus. Je serais surpris que ça ne soit pas le cas. Qui m'en ait fait part directement, non. Et ça, je peux le comprendre, puisque le poste qu'il occupe aujourd'hui, hein, mais qu'il occupait déjà à l'époque, fait que il n'était pas dans son rôle de s'exprimer publiquement sur la façon dont l'organisation du sport, a fortiori très politique, pouvait évoluer en France. Le fait que vous m'en rappeliez qu'il ait parlé de 2040 me fait penser à quelque chose. C'est que l'une des craintes, et moi, l'une des incompréhensions que j'ai aujourd'hui, c'est qu'effectivement, en réfléchissant sur ce modèle sportif et en écrivant ce livre, je me projetais
comme Tony Estanguet, loin dans le temps. Pas jusqu'à dire que le modèle qui doit être mis en place allait faire 60 ans comme le système de Gaulle, mais au moins dépasser 2024. Je crains que l'approche ne soit pas celle-ci. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est pour 2024. Et ça, j'avoue que c'est une certaine incompréhension pour moi, parce que de manière globale, il est toujours dit qu'il faut 8 ans pour faire un champion, 4 ans pour le former, 4 ans pour qu'il acquiert l'expérience qui va lui permettre d'aller au plus haut. Bah là, on est à 3 ans des JO 2024. Donc, si on construit un système pour dans 3 ans, encore une fois, il y a quelque chose qui m'échappe dans la logique. Mais là où Tony Estanguet avait raison, c'est que les changements à apporter sont tellement importants qu'on est obligé de raisonner sur 15, 20, 30 ans. Rien que le temps de la mise en place, ça va prendre plusieurs années. Alors, toujours en faisant ce tour d'horizon sur, je dirais, les modèles sportifs, est-ce que tu t'es intéressé, est-ce que tu as étudié, ne serait-ce que par similitude par rapport à l'influence du sport, du modèle sportif français sur le sport de haut niveau en Afrique? Et d'ailleurs, il y a mon ami Youssef Mizahim qui pose cette question, qu'en est-il du sport de haut niveau en Afrique? Alors, j'en suis désolé, je ne me suis pas penché sur l'organisation. Je sais que globalement, beaucoup de pays se sont inspirés, voire copié le modèle français. Après, je vais vous expliquer pourquoi je ne me suis pas penché sur le sport de haut niveau africain. C'est parce que l'idée, c'était déjà de décrire le modèle français avec toutes ces problématiques, ces tenants et ces aboutissants. Ça fait quand même 500 pages. Et que l'autre idée majeure du livre, c'était de proposer un modèle qui a réellement fait ses preuves. En l'occurrence, le modèle britannique qui est passé, encore une fois, de la 36e place à la 2e en l'espace de 20 ans, un peu plus, 25 ans. Vous voyez, mon livre était surtout centré sur le système français. Alors, effectivement, c'est pour ça que je suis resté autour de ton livre et je suis tout à fait d'accord avec toi, Ludovic. Le modèle français a inspiré beaucoup de modèles qu'on retrouve dans les pays francophones et surtout en Afrique. Alors, justement, il y a une question qui va vers une sorte de conclusion et que je trouve intéressante de Ahmed Bara, qui dit, à ton avis, quelle est la formule idéale pour réussir le sport de haut niveau? Est-ce qu'on peut faire un résumé, un mixte du modèle anglais, modèle français, modèle, je dirais, anglo-saxon? Est-ce qu'il y a des points de repère? Je dirais dans un premier temps, si j'avais la réponse, je pense que d'autres l'auraient avant moi, ils sont nettement mieux placés que moi pour la mettre en place. Et je pense que personne n'a réellement la réponse. Ma réponse personnelle, déjà philosophiquement, moi je me retrouve plus dans l'approche française que l'approche britannique. Parce que l'approche britannique, encore une fois, c'est des choix, donc ça veut dire c'est couper des subsides à ceux qui sont pas bons ou qui sont pas intéressants. Alors, je reprends l'exemple de l'escrime, mais je sais pas, imaginez un athlète qui fait de l'escrime depuis 7-8 ans, au haut niveau, avec tout ce qu'il a fait avant, puis du jour au lendemain, on lui dit, mec, t'es pas bon, il faut que tu changes de boulot. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec cette approche. Après, le système français, oui, ce que je trouve très intéressant dans le sport, c'est que pour moi, c'est un résumé de la société. Et je pense que les problématiques qui doivent être résolues, donc pour continuer à répondre à ta question, les problématiques qui doivent être résolues dans le sport français, elles doivent être résolues dans la société française. C'est-à-dire qu'à un moment, l'administration qui fait beaucoup de bien, qui a fait beaucoup de bien, a besoin de quelques réformes, de quelques changements de mentalité, parce que on est dans l'entonnoir. Encore une fois, au tout début de notre discussion, on a envisagé 2 options, grosso modo. C'est changer le système ou l'améliorer. Là, on est un peu dans l'entre-deux. Hein. On le change, on crée une agence nationale, mais je suis pas sûr qu'on l'améliore. On essaye de l'améliorer, mais au final, on a toujours ce gros mammouth de l'administration qui pèse sur les initiatives individuelles de performance, qui fait que beaucoup d'entraîneurs français partent à l'étranger aussi, d'ailleurs. Hein, parce qu'on n'a pas parlé de la rémunération, mais aujourd'hui,
payer un entraîneur à la grille de l'administration française, alors que la personne peut gagner 15 ou 20 ou 30 fois plus à l'étranger, pose un problème. Je dis pas qu'il faut payer la personne 15 ou 20 fois plus, je dis qu'il faut la payer un peu plus quand même. On n'a pas parlé non plus de ça, mais il est important quand même de considérer les salaires des gens compétents. Et moi, de ce que j'entends dans le discours des CTS, des conseillers techniques sportifs, en tout cas dans la bouche de certains, c'est que ils en ont un peu marre de perdre beaucoup de temps à essayer de faire leur boulot, grosso modo. Et deuxième chose, c'est qu'ils estiment que certains de leurs collègues sont vraiment pas au niveau et qu'il n'y a rien à faire pour les dégager et qu'ils essayent de faire au mieux, mais à un moment donné, le mieux, ça suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Arrêter l'entre-soi. Voilà. Ouais, c'est-à-dire trancher. Alors moi, je voudrais juste faire une petite remarque. En lisant les témoignages des personnalités que tu avais interviewées, j'ai cru comprendre qu'il y avait l'État, les fédérations, le comité olympique, le privé, et que parfois, ils ne travaillent pas en cohérence, ils ne travaillent pas la main dans la main, ils ne mutualisent pas, voire même parfois, ils sont un petit peu des frères ennemis en quelque sorte. Et au lieu d'avoir la préoccupation au centre, qui est la préoccupation, le sportif. Alors, je pense qu'ils ont la préoccupation du résultat. Je pense que tous autant qu'ils ont pour objectif de faire briller le sport français, mais ils ont l'envie de le faire briller à travers eux, enfin à travers leur travail. Donc forcément, on rentre, mais dans une logique très humaine, finalement. On rentre dans la concurrence vis-à-vis du voisin. Alors le voisin étant un autre service, étant un privé, étant X, Y ou Z, étant des fédérations. Quand je parlais tout à l'heure, ce manque d'unité, les fédérations, parce qu'il y a aussi ça, il y a une approche qui est peut-être à évoluer. Je vais aller très loin, mais un ami avec lequel j'ai échangé sur le sujet me disait, moi je pense qu'aujourd'hui les fédérations devraient oublier de vivre avec les licenciés. Ça va très très loin. Parce qu'aujourd'hui, le financement des fédérations, on veut plus de cadres techniques. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais je veux dire, pendant 30 ans, c'était la course aux cadres techniques et aux subventions, et donc aux licenciés. Parce que plus il y avait de licenciés, plus il y avait de subventions. Ce modèle ne peut plus durer. Enfin, je veux dire, quand on voit l'évolution de l'économie de manière générale, et quand on voit l'évolution du sport au niveau international, on ne peut plus raisonner comme ça. Enfin, ça ne suffit plus. D'autant plus que les subsides de l'État sont en diminution et ça ne va pas aller en augmentant, si ce n'est éventuellement pour les 3 ans à venir, d'ici, pareil, 2024. Mais après 2024, ça ne sera certainement plus le cas. Donc, je me suis perdu dans le fil. Quelle était la question déjà ? Alors, non, je disais que est-ce que parmi les recettes, enfin, quoique il n'y a pas de recette, ça dépend du temps, ça dépend de l'espace, ça dépend des individus, mais c'est aussi travailler la main dans la main, travailler vers le même objectif. Parce que ce qui ressort parfois des témoignages que tu as collectés, des personnalités clés du sport national français, il y a certains qui te disent, par exemple, la nomination des cadres par l'État est un frein majeur à la performance. D'autres qui disent, sans les fédérations, rien ne peut se faire. D'autres qui disent, l'État s'immisce trop dans le sport de haut niveau. Donc, c'est là où moi, je me dis, s'il y avait, je dirais, une harmonisation des pratiques pour aller vers le même sens, peut-être que ça faciliterait les choses. Et je reprends en disant, effectivement, qu'on peut avoir comme projet le développement du sport de masse, et ce n'est pas incompatible par la mise en place d'une structure pour accompagner le haut niveau et la recherche de performance. Complètement. L'un n'est pas compatible avec l'autre. Après, quand la personne en question parlait du recrutement des cadres, il mettait encore une fois en valeur le mode de recrutement. Passer un concours de l'administration française, ça ne veut pas dire que vous êtes apte à faire entraîneur international et à amener quelqu'un au plus haut niveau. Aujourd'hui, les cadres techniques français, le concours a été arrêté il y a 1 an ou il y a 2 ans. Là, donc, on ne peut plus passer le professorat de sport. Mais il y a encore très peu de temps,
vous pouvez être entraîneur national dans une fédération parce que vous avez passé le concours de l'administration. Ça, c'est un héritage du système de Gaulle, quelque part. Alors, encore une fois, très humaniste, très bien, pas de souci. Sauf que là, on n'est pas dans une logique d'optimisation de la performance. Tout à fait. Alors, on en vient à la compétence. Recrutons les gens sur leurs compétences et non pas leur profil administratif. Ludovic, on arrive au terme de cette visioconférence. Ça fait pratiquement 1h25 que nous échangeons. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais te laisser le mot de la fin, le temps que je regarde s'il y a d'autres questions pertinentes. C'est pas un cadeau. Hein. D'ailleurs, je ne peux pas poser toutes les questions qui défilent parce qu'il y en a tellement. Il y a beaucoup de remarques très pertinentes d'ailleurs que je ne peux pas reprendre, mais qu'on retrouvera évidemment sur la chaîne YouTube du Comité national olympique et on retrouvera aussi sur la page Facebook du Comité national olympique. Je te laisse le mot de la fin, cher Ludovic. Je tiens à remercier le Comité national olympique marocain de m'avoir permis de m'exprimer, de m'avoir invité pour cette visioconférence. Un réel plaisir. J'espère. Sincèrement, oui. J'espère que les gens. D'ailleurs, Ludovic, si tu m'autorises, je te le dis amicalement, ton livre, il est très pertinent. Je pense que ça emmène une bonne réflexion parce qu'il n'est pas dans la critique négative, il est juste dans le constat. Et puis, même pas la comparaison, c'est de présentation d'autres modèles. Et ton livre, il dit, qu'est-ce qui a fait que des modèles ont fonctionné pour la performance dans le sport de haut niveau et qu'est-ce qui fait que d'autres modèles connaissent des limites et comment ils peuvent se réinventer. Et c'est ça que je trouve formidable dans ton livre. Je t'en remercie, Hassan. Et en plus, ça me touche parce que c'était exactement la logique et la philosophie de ce livre. Critiquer pour critiquer ne m'intéresse pas. Donc l'idée, c'était d'être constructif, ou d'essayer de l'être. Alors, il se trouve pour l'anecdote que, grosso modo, il y a la première partie, en fait, c'est quand même c'est pas une critique, c'est un constat des choses qui ne fonctionnent pas bien dans le système actuel. Au départ, je voulais pas consacrer autant de place à la critique des choses actuelles. Sauf que, à force d'interviewer ces intervenants, je me suis rendu compte que finalement, tout le monde était super critique et qu'il fallait absolument passer par là. Et la deuxième partie du livre, c'est effectivement les idées, les propositions de tout un chacun sur la façon dont on peut envisager le haut niveau, pas spécialement en France. Alors évidemment, plus en France, parce qu'encore une fois, il y a toute une culture, une histoire dans chaque pays qui fait qu'on ne peut pas tout raser et repartir à zéro. C'est pour ça que le modèle anglais n'est pas transposable in extenso en France. Par contre, il y a des idées qui sont très bonnes. Et je trouverais dommage d'une, de ne pas les connaître déjà, et deux, de ne pas s'en inspirer. Merci beaucoup, Ludovic. Merci à toi, Hassan. Au plaisir, portez-vous bien. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on va les retrouver sur la chaîne du Comité national olympique, sur la page Facebook du Comité olympique. On tâchera d'y répondre. Merci pour votre présence et puis à très bientôt pour d'autres thématiques et d'autres aventures. On continue. Merci beaucoup et bonne fin de journée.